Pour un point, Eric, sur les blessures, les blessés, les suspendus. Kader Dembélé s'est pas entraîné de la semaine suite à un coup qu'il a reçu samedi dernier, la veille du match. Donc il a essayé de courir aujourd'hui, mais il a toujours des douleurs, donc voilà, il est indisponible. Autrement le reste, Loïc toujours, mais autrement le reste, tout le monde est sur le pont. Sauf Pierre. Pierre il est suspendu, mais il n'est pas blessé. Pierre, c'est un élément important de votre dispositif. Ouais, c'est un joueur majeur, effectivement. Maintenant, il faut faire avec, et il y en a d'autres qui seront là pour le remplacer. Est-ce que tu en as parlé, c'était Nice, c'est peut-être une saveur un peu particulière pour lui aussi? Ah, ouais, non, j'ai pas trop parlé de ça avec lui. Bon, c'est vrai que, de toute façon, que ce soit Nice ou un autre club, c'est évident que déjà c'est un atout en moins pour nous. Maintenant, après lui, peut-être qu'il a forcément plus envie de jouer ce genre de match, mais après, on ne choisit pas. Comme je lui ai dit, il a pris un carton un peu stupide, à mon sens, sur le match de Toulouse, parce que c'est lui qui subit la faute et c'est lui qui se retrouve avec un carton. Donc, je dis, c'est quand même. Mais bon, nous à Brest, on a l'habitude, hein, on a des décisions arbitrales qui sont des fois un petit peu, et comme on l'a vu lors du dernier match, avec ce penalty quand même qui était. Mais bon, ça n'a pas fait frémir le football français. Hein. Brest, ça intéresse peu de monde, donc si Brest est chahuté sur les décisions arbitrales, qu'on perd des points alors qu'on est une équipe qui est en train de se battre pour se maintenir, c'est vrai que ça ne fait pas de débat, quoi. Ça serait Marseille, ça serait Lyon, ça serait Paris Saint-Germain qui aurait eu ce genre qui aurait été victime de ce genre de situation. On en aurait parlé, c'est sûr. Brest, c'est vrai que ça intéresse peut-être peu de monde. Tu trouves qu'il y a une manque de considération pour les petits à ce niveau-là? Oh ouais, certainement. Déjà qu'on n'en parle même pas, qu'on ne dise même pas, tiens, mais alors penalty, pas penalty, ce que les gens en pensent et tout ça, mais bon, c'est, je vois et j'étais dans les médias il n'y a pas si longtemps que ça, donc je sais qu'il y a des débats continuellement en radio, en télé, souvent sur des choses qui intéressent personne, mais sur le fond de ce qu'est l'arbitrage aujourd'hui, de ce qu'à un moment donné. Maintenant, il y a des gars dans les camions qui quelque part, décident d'un sort de match, quoi. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'ambiance du match, dans l'environnement du match, qui ne prend pas en compte l'histoire du match, parce que forcément, quand tu es isolé à quelques centaines de kilomètres d'un match, tu ne peux pas avoir tout ça, tous ces sentiments. Et c'est vrai que... c'est sûr que c'est difficile à avaler, hein, ce qui nous est arrivé sur le dernier match. Mais bon, c'est comme ça. Certains supporters ont dit oui, contre Lens, ça s'est bien passé aussi à domicile pour le Stade Brestois il y a quelques semaines. C'est les comment dire, c'est les équilibres, en fait, c'est ça? Il faut s'équilibrer dans une saison. Non, je sais pas. Voilà. Bon, peut-être. Contre Lens, on a fait un point. Là, on a perdu 2. C'est quoi, c'est le fond qui te donne, c'est la manière de l'interpréter? Ouais, c'est le fond, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie question de savoir, parce que j'ai bien compris qu'à la fin du mois, et pour en avoir discuté avec l'arbitre, c'est que c'est le VAR qui lui a signifié de siffler penalty. Alors que dans le jeu, je pense que personne n'aurait sifflé penalty. Après, il y a un joueur, on joue pendant 2 minutes pratiquement après derrière, la faute. On joue pendant 2 minutes. C'est un joueur qui reste pendant 2 minutes dans la surface de réparation, et quand tu regardes les images sur divers angles, tu as des angles où tu as l'impression qu'il n'est même pas touché, tu as des angles où tu te dis tiens, peut-être qu'il y a effectivement un petit contact, bon après qu'il est frappé et tout ça, donc tu te dis, le gars il a la cheville cassée, quoi, pour rester 2 minutes au sol à se tordre de douleur. Donc voilà, c'est-à-dire que maintenant on est vraiment dans l'interprétation de tout, que dès qu'on regarde des images, on voit un pied qui écrase l'autre, des choses comme ça. On s'y faute, ou on met des cartons rouges.
Et le foot, ça reste malgré tout un sport de contact, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on joue les ballons avec les pieds, ben, forcément, de temps en temps, on se tape dessus, on s'écrase le pied. Je parle pas sur la faute, hein. Je parle tu sais, des fois, tu vois des cartons rouges maintenant qui sortent parce que le joueur arrive, il pense qu'il va avoir le ballon, l'autre lui enlève au dernier moment et il écrase le pied. Bon, ben, ouais, bon, si tu mets des cartons rouges à choix que tu écrases le pied d'un adversaire, maintenant. Mais c'est le VAR, donc c'est la nouvelle comment dire, c'est la nouvelle interprétation du football et c'est vrai que du coup, à mon sens, ça dénature beaucoup le jeu, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. Est-ce que vous avez des chaperons, c'était produit que certains gros clubs, après des décisions défavorables ces dernières semaines, et Tony Chaperon au téléphone, vous l'avez eu ici? Tony Chaperon non, pourquoi Tony Chaperon Anthony Gauthier. Ah non, Anthony, non. Bon, oula. J'ai assez de travail pour encore. Non, mais c'était juste une aparté par rapport à ce dont on a parlé, quoi. Voilà. Et juste pour finir, parce que c'était Pierre, sa 4e suspension de la saison. Ouais. 3 consécutives à une accumulation de jaune et une pour une expulsion. Est-ce que c'est son jeu qui veut ça? Enfin, est-ce que vous avez pu en parler aussi Bon, parce que je pense pas que c'est un joueur très très agressif non plus, donc c'est vrai que non, je pense que c'est plus faut qu'il arrive à se maîtriser, un petit peu justement comme je dis sur le carton qu'il prend contre Toulouse. C'est Spearing qui lui fait une grosse faute et à l'arrivée il est cartonné, quoi. Donc je lui dis à un moment donné il faut un peu plus de malice peut-être, un peu plus dans ce genre de situation, être capable d'être un peu plus effectivement parce qu'il est dans l'esprit du jeu, mais c'est vrai qu'après de temps en temps de râler après les arbitres aussi, ça facilite pas les rapports avec les arbitres, donc l'arbitre il faut être capable d'en faire un allié, quoi. Moi c'est le rapport que j'avais avec les arbitres quand je jouais, et pourtant j'étais un joueur qui était sensiblement exposé à faire des fautes, puisque j'étais plus un milieu défensif, plus défensif encore que Pierre, tu vois. Mais le rapport à l'arbitre, il est aussi important à un moment donné dans la discussion et donc ça, je pense que l'équipe entière a besoin de progresser à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Et après, quand on fait une faute, moi je dis, quand on s'il fait une faute contre moi, je peux te dire, je prenais pas de carton, hein. Ça risquait pas d'arriver. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un des rares aspects du jeu sur lequel il doit progresser. Prendre moins de cartons. Contre Nice, pareil, la réflexion que tu as eue à Reims, c'est mettre Romain ou pas dans le camp du jeu. Pierre est suspendu aussi. Ouais, c'est une réflexion, effectivement. Comment déjà on va placer Pierre poste pour poste, et puis après, effectivement, comment on va organiser notre animation milieu, transition attaque. Voilà, Romain a la possibilité de le positionner dans plusieurs endroits, et puis après, il a la volonté d'être plus ou moins offensif. Mais aujourd'hui, c'est plus une vision et une décision qui sera prise par rapport à ce qu'on veut mettre en place sur le match, parce qu'en fait, Nice, c'est très difficile de pouvoir les lire, comment ils vont jouer, quel système, et en ayant joué, quels joueurs sont alignés. Donc aujourd'hui, le 11 niçois, c'est vrai qu'il est difficile à appréhender. Donc comme j'ai dit ce matin aux garçons, c'est plus important peut-être de se focaliser sur ce qu'on veut faire qu'effectivement s'attarder trop sur les Niçois qui effectivement devront gérer ce match de Brest entre leurs deux tours de Coupe d'Europe, et qui est forcément un objectif très important pour eux. Donc après, j'ai vu que Didier voulait gagner à Brest, et c'est normal. Et il l'a annoncé en conférence de presse dès la fin du match. Mais après, il va falloir aussi qu'il garde de la fraîcheur pour ce match-là, et qu'il amène de la fraîcheur dans l'équipe, et certainement qu'il puisse en avoir après pour le match suivant, qui est très important pour un club, une ville. Je crois qu'ils n'ont jamais été en demi-finale Coupe d'Europe. Après, c'est la conférence Europa League, je ne sais plus comment on l'appelle, maintenant on ne comprend plus rien, mais en tous les cas, ça reste une Coupe d'Europe quoi qu'il arrive, et que c'est un objectif extraordinaire pour eux, quoi. Quel regard tu portes justement sur Nice, un adversaire qui est plus solide qu'il ne l'était en début de saison? J'en porte un regard très, très affectif, d'abord parce que c'est mon club formateur, parce que j'y ai commencé ma carrière, j'y ai terminé la carrière, et puis après j'en porte un regard en tant qu'adversaire d'une équipe qui est forte, quoi, qui est une équipe qui, depuis le changement d'entraîneur, marche
sur des stats assez impressionnantes. Alors un petit peu moins bien sur les dernières semaines. Mais bon, ils ont perdu qu'un match, je crois, sur les 20 derniers, ou je ne sais plus combien, il faut regarder les stats. Depuis leur défaite en Coupe de France contre le Puy, l'arrivée de Didier aux manettes de cette équipe, c'est vrai que c'est assez impressionnant les résultats et la dynamique sportive qu'ils ont su enclencher, quoi. Donc voilà, une équipe capable de fulgurance, capable de marquer à tout moment et en même temps deuxième défense du championnat. Donc c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts, quoi. Est-ce qu'il y a encore un peu je reviens sur Brest, un peu de frustration du résultat chez les joueurs, ce qui les anime, tu vois, en ce rendez-vous? Alors, une équipe européenne et puis le sentiment de ne pas avoir été payé, est-ce que ça... Oh, je crois que ça s'évacue aussi, hein, forcément. Je crois que les joueurs étaient bien sûr touchés à la fin du match, déçus. On l'était tous. On pense aussi que sur quand même quelques matchs qu'on a joués, on aurait peut-être mérité mieux. Après, bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, comme je l'aurais dit, il faudra compter que sur nous. Il ne faut rien attendre de personne. Et à un moment donné, ça va payer. Donc on espère qu'effectivement, on continue en tous les cas d'avoir le même contenu, d'avoir le même dynamisme, la même volonté d'aller de l'avant qu'on a pu montrer sur les derniers matchs. Et à un moment donné, ça va finir par payer. Tu es content de retrouver Nice? Pas spécialement, parce que c'est une équipe qui est, comme je l'ai dit, qui est forte et qui est effectivement dans une bonne dynamique. Donc après, il faut jouer toutes les équipes, quoi qu'il arrive, hein. Donc c'est Nice. Et on va essayer de faire le meilleur match possible pour avoir le meilleur résultat possible. Côté affectif, quand même, c'est quelque chose, quoi. C'est pas un club de Oui, non, je sais. Mais en même temps, il faut aussi être capable de mettre ça de côté. Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est Brest. C'est d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. On les connaît tous. Et pour ça, il faut prendre des points, donc que ce soit Nice ou un autre, j'ai envie de dire, peu importe. C'est évident que là, aujourd'hui, c'est Nice et qu'on est focalisé sur cette confrontation. Sur le bas de tableau, on a l'impression qu'il y a un mini-championnat 4 qui se forme entre Nantes, Strasbourg, vous et Auxerre, si on met les trois derrière. Est-ce que ce sera ces 4 équipes qui va accompagner les trois pour toi? Je sais pas, je me méfie déjà beaucoup des discours de certaines équipes qui annoncent que c'est déjà fini et tout ça, alors que bon, ils sont pas si loin que ça quand même. Et qu'il y a encore beaucoup de points distribués, notamment d'Ajaccio, quand je dis ça, parce qu'en plus ils vont jouer à Strasbourg. Il suffirait qu'ils gagnent à Strasbourg pour revenir déjà à 3 points de Strasbourg. Donc, après, c'est difficile de se projeter. On a beaucoup parlé à un moment donné d'un championnat à 6, maintenant vous me parlez d'un championnat à 4. Bon, je sais pas, moi je crois que faut surtout déjà se focaliser sur ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on n'est pas dans la zone, mais ça peut aller très vite dès le prochain match, quoi. Donc voilà, se focaliser sur nos performances, prendre des points quand ils se présentent et effectivement avancer. Et après, on verra bien, mais c'est difficile aujourd'hui de se projeter sur ce qui va se passer pour qui. Il va y avoir beaucoup de confrontations directes entre ces équipes, notamment Nantes va jouer contre tout le monde. Donc Nantes, je crois qu'ils vont là aujourd'hui à Auxerre et qu'ils reçoivent 3 derrière, avant leur finale de Coupe de France. En gagnant ces 2 matchs, ils peuvent déjà sortir de la zone. Donc plutôt que faire des plans sur la comète, autant essayons de maîtriser ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire nos résultats et nos contenus de match. Sur les contenus, justement, des cantons, et puis il y a eu le match à 3 qui était un peu moins. Ouais. Et depuis, quand même, on a l'impression que c'est consistant. Ouais, alors bon, 3, on va dire qu'il y a eu une mi-temps, en fait. Parce que derrière, avant 3, il y avait Strasbourg, il y avait le match du PSG, c'était le match du PSG avant 3. Il y avait eu quand même du contenu aussi, donc bon, c'est vrai que, on va dire que sur les 5-6 derniers matchs, enfin depuis qu'on a récupéré un peu j'allais dire nos forces vives quand même, parce qu'à un moment donné, on va dire les 3 défaites, avant Strasbourg et tout ça, ces 3 défaites qui sont survenues où on n'avait pratiquement aucun de nos attaquants sur ces 3 matchs, quoi. Donc on va dire que depuis, il y a eu effectivement cette première mi-temps de 3 qui était très moyenne, pour pas dire pire, mais donc je pense que l'équipe, elle est sur ce que j'ai dit aussi aux garçons, on est sur une bonne dynamique, il faut en profiter, il faut continuer, il faut rien lâcher, il faut être capable de reproduire effectivement ces contenus et qu'à un moment donné, voilà, on sera récompensé, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je suis assez satisfait et je le serai encore plus si dimanche
à 17h, on a également fait un bon contenu pour avoir un bon résultat. Eric, Lilian enchaîne les matchs, Lilian de Brassier Et les bonnes performances aussi. Comment tu je le juge comme je l'imaginais. C'est un garçon, à mon avis, qui a un gros potentiel. En plus, c'est un gaucher, donc c'est vrai que c'est déjà plus rare pour les défenseurs centraux. Donc, il est, à mon sens, promis à un bel avenir s'il continue à progresser et enchaîner les bonnes performances. Je lui demande de monter son niveau d'agressivité, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé qu'il était un petit peu en deçà par rapport à ce qu'il pouvait faire. Et quand je parle d'agressivité, je parle dans le bon sens du terme, bien sûr, et en deçà par rapport à son potentiel, par rapport à sa vitesse, par rapport à son impact et son gabarit aussi. Et qu'un défenseur se doit d'être dur, quoi, et on le voit, dur dans les duels. Et là, il est monté d'un cran depuis maintenant quelques matchs. Aujourd'hui, il est performant, il a encore fait un bon match à Reims. Maintenant, c'est la continuité, j'allais dire, répéter semaine après semaine les bonnes performances et qui lui permettra de progresser, d'être un joueur après vraiment fiable et tout ça. Donc voilà, il y a on parle assez souvent, il y a des points d'amélioration qu'il a déjà intégrés, il y en a encore d'autres qui doivent améliorer encore, mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, on est satisfait de ses performances. Est-ce que tu es surpris aussi face à Nice, c'est vrai que par rapport à Christophe Galtier, tu as un avis là-dessus, pas forcément. Surpris, oui et non. Alors oui, parce que je vais faire très court, hein, mais je connais les deux protagonistes de l'affaire, on va dire. Si on prend, j'ai joué avec l'un et j'ai partagé des moments en dehors du foot aussi avec l'un, donc avec Christophe, puisqu'on a joué ensemble à l'Olympique de Marseille et puis on se connaît et puis il arrive qu'on se croise, qu'on se côtoie aussi en dehors. Et j'ai travaillé avec l'autre, le lanceur d'alerte. Je travaille avec lui, c'est moi qui l'ai fait venir au l'OGC Nice. Et je connais ses méthodes, donc je ne suis pas surpris de voir ce qui s'est passé. Et de moi, ce que j'ai vécu dans ma relation de travail avec notamment le lanceur d'alerte, je ne suis pas surpris parce que je sais qu'il a des méthodes qui ne sont pas des méthodes je n'aurais pas trouvé le terme, mais c'est vrai que des méthodes pas correctes, donc à partir de là, je ne suis pas complètement étonné. Maintenant, après, je peux rien en dire parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Non, c'est pas ce mot, par contre. Donc, ouais, parce que c'est un personnage, je pense, qui est un personnage qui n'est pas très intéressant à connaître. Et que du coup, je ne suis pas tellement surpris que Christophe se retrouve, s'il a été en conflit avec lui, qu'il se trouve au milieu d'une affaire, voilà, telle qu'elle est décrite. Je crois que si Christophe Galtier était quelqu'un de reconnu comme raciste, je pense que ça ferait bien longtemps qu'on le saurait dans le milieu et que tu passes pas 30 ans dans des vestiaires sans avoir une étiquette. Donc ouais, ça me paraît un petit peu bizarre. Et connaissant donc les deux personnages, je mettrais plus un doute sur le lanceur d'alerte que sur Christophe Galtier. Maintenant, après, je peux parler que de ma relation que j'ai eue avec les deux, les relations que j'ai eues avec les deux. Donc, voilà.